Vous voyez ici sur une vue inférieure de la paroi supérieure de l'orbite, gauche, la fosse qu'on appelle la périoste qui recouvre l'orbite, c'est la périoste orbitaire, l'os frontal, et c'est la grande aile de sphénoïde, la fosse temporale, et c'est les cellules ethmoïdales en arrière, et la gouttière olfactive derrière. Voilà la paroi supérieure de l'orbite droite. Donc, la fossette trochléaire, ici, c'est en dedans, en avant et en dedans, ici. Et ici, la fossette lacrymale, deux repères anatomiques très importants de la paroi supérieure de l'orbite. La fossette trochléaire, où il y a une réflexion de la poulie de muscle oblique supérieur, et la fosse lacrymale, ici, en avant, en haut et en dehors, la fossette lacrymale où se loge la glande lacrymale principale. Donc ici, le muscle, l'os frontal, ici, la petite aile du sphénoïde, et ici, la fissure orbitaire supérieure, où il y a un passage des éléments vasculo-nerveux qui vascularisent et innervent l'orbite osseuse. Et ici, le suture fronto-sphénoïdale, et ici la portion frontale de l'os frontal. À part orbitaire externe, qui a également une forme triangulaire, donc à base antérieure, cette paroi est formée par trois os, donc en arrière et en avant, la grande aile de sphénoïde, en avant et en bas l'os malaire et l'os frontal. Ces trois os donc, se réunissent pour former des sutures, les deux sutures, la suture frontomalaire et la suture sphénomalaire. Et elle constitue la plus solide et la plus épaisse des parois de l'orbite. En arrière, un peu en dessous, la suture frontomalaire, on trouve la tubercule de Whitney qui donne insertion au ligament vertébral interne qui est très importante sur le plan physiologique pour la fermeture du paupière. Elle est contrainte de rapport, cette paroi est contrainte de rapport avec la fosse temporale en avant et l'étage moyen de la base de crâne en arrière. Vous voyez ici la paroi externe de l'orbite. Ici, c'est l'os zygomatique, trois os, donc la forme triangulaire, à base antérieure et à sommet postérieur, triangulaire, à base antérieure et à sommet postérieur, l'os zygomatique, ici, l'os zygomatique, la grande aile du en arrière, et en haut, c'est la processus orbitaire de l'os frontal. Donc l'os frontal, les zygomatiques en bas et en avant, et la grande aile sphénoïde en arrière. Le plancher orbitaire ou la paroi inférieure, il a également une forme triangulaire. Donc la paroi inférieure, c'est une paroi très fragile. Il a une épaisseur de 0,5 mm qui sépare le contour orbitaire de ce muscle maxillaire inférieur. Elle est constituée par trois os, l'os zygomatique en avant et en dehors, l'os maxillaire en avant et en dedans, le processus orbitaire du palatin en arrière. Cette paroi est le siège du sillon orbitaire qui s'étend en arrière et en avant pour convertir au canal dans sa partie antérieure. Et le contrat de rapport avec le sinus maxillaire en bas. Vous voyez ici la paroi inférieure, donc elle est constituée des formes triangulaires et la forme triangulaire à base antérieure et à sommet postérieur. Il est constitué par trois os, donc l'os zygomatique en avant et en dehors, le maxillaire, là, ou la branche montante au maxillaire, ou le processus orbitaire de l'os maxillaire en avant et en dedans, et l'os palatin en arrière. Voilà ici la fissure orbitaire inférieure et le canal, le sillon infraorbitaire qui s'ouvre ici en avant, donc au niveau de rebord orbitaire inférieur par le canal infraorbitaire qui laisse passage au nerf infraorbitaire et l'artère infraorbitaire. La paroi inter, elle a une forme quadrilatère, donc ce n'est pas une forme triangulaire comme les autres parois, elle a une forme quadrilatère. Cette paroi est formée d'arrière en avant par une partie de la face latérale du corps de sphénoïde
et la lame pépératie ou l'os plano-deltoïde, l'os lacrymal et l'apophyse orbitaire de l'os maxillaire. Vous voyez ici donc, la paroi médiane de l'orbite. Donc, il est formé en arrière, d'abord en avant, la branche maxillaire, la branche montante de maxillaire, de l'os maxillaire, l'os lacrymal, l'os ethmoïdal et en arrière, l'os phénoïdal. Donc, la surface orbitaire de l'ungus est divisée en deux parties par une crête verticale ou une arête verticale qu'on appelle la crête lacrymale postérieure. En avant de la crête lacrymale postérieure, on trouve la gouttière lacrymale où va se loger le sac lacrymal, puis en avant la crête lacrymale antérieure qui d'une insertion tendon direct de ligament palpébral interne. Donc, cette paroi, elle contraint des rapports avec le sinus ethmoïdal et sphénoïdal en dedans. Voilà les rapports, le sinus sphénoïdal et ethmoïdal en arrière. Les trous ethmoïdales antérieurs et postérieurs qui laissent passage pour les artères ethmoïdales antérieures et pour l'artère ethmoïdale postérieure. Ici, qu'on appelle la crête lacrymale, la crête lacrymale ou arête lacrymale, la crête lacrymale postérieure qui sépare donc, la crête lacrymale antérieure et la crête lacrymale postérieure qui forment une gouttière lacrymale où se loge la glande, où se loge le sac lacrymal. On appelle la gouttière lacrymale. Ici se loge le sac lacrymal. Voilà un autre schéma. Notre schéma, donc l'os phénoïdal en arrière, l'os ethmoïdal et l'os lacrymal et la branche montante de maxillaire inférieur. Alors, pour la base de l'orbite, donc, elle est circonscrite par le robot orbitaire. C'est la base de l'orbite qui est circonscrite par le robot orbitaire. Donc, le robot orbitaire supérieur est constitué par l'os frontal. Le robot orbitaire externe, ici, il est formé par deux os. En haut, c'est l'apophyse orbitaire externe de l'os frontal, c'est l'os frontal ici. Et en bas, c'est l'os malaire. Le robot orbitaire inférieur, il est formé en dehors par le malaire, et en dedans par l'apophyse pyramidale ou l'apophyse montante de maxillaire supérieur. Il n'y a pas de robot orbitaire interne. Il y a trois robots supérieurs, latéral et inférieur. C'est bien? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Alors, pour le sommet orbitaire ou l'apex orbitaire, c'est la convergence de l'orbite ou les parois orbitaires en arrière, qu'on appelle l'apex orbitaire ou le sommet orbitaire. Elle répond à l'extrémité interne de la fissure orbitaire supérieure, un peu au-dessus et en dedans de lui se trouve l'orifice du canal lacrymal qui livre passage aux artères lacrymales et le nerf optique. Et puis, il est fermé par la face orbitaire rectangulaire de sphénoïde. Deux orifices donc s'ouvrent dans la cavité crânienne. Le trou supérieur interne et un autre inférieur interne, on verra par la suite. Les orifices de l'orbite, d'abord le canal optique. C'est un orifice ovalaire qui est creusé dans la base de la petite de sinus, c'est-à-dire dans l'apex orbitaire. Le trou optique représente l'orifice antérieur du canal optique. Donc, il y a le canal optique qui est creusé dans l'os phénoïdal et le trou optique représente l'orifice antérieur du canal optique qui fait communiquer donc l'étage antérieur de la base du crâne avec l'orbite. Donc, il livre passage au nerf optique et à l'artère ophtalmique. Deux éléments anatomiques très importants à connaître, c'est le nerf optique et l'artère ophtalmique qui passe par le canal optique. Entre le trou optique et la partie large de la fosse phénoïdale, existe la tubercule sous-optique qui donne insertion au tendon de Zinn. On verra par la suite, c'est l'origine des muscles oculomoteurs. Vous voyez ici le trou optique et la fissure orbitaire supérieure qui s'ouvre, qui fait communiquer entre la cavité orbitaire avec la fosse cérébrale antérieure. Donc, c'est voilà la fissure orbitaire supérieure. Il y a une fissure orbitaire inférieure, on verra par la suite. Donc, le canal optique, le trou optique, c'est le trou optique
qui est sur l'orifice antérieur de canal optique qui livre passage aux artères ophtalmiques et le nerf optique. La fissure orbitaire supérieure, il a une forme de massue, donc à grosse extrémité inférieure et interne. La fissure orbitaire supérieure au fond ou fente sphénoïdale. Elle est dessinée entre la petite et la grande aile de sphénoïde. La partie ronflée inférieure interne divisée par l'anneau de Zinn est traversée par donc à l'intérieur de l'anneau de Zinn, donc le nerf nasal, le nerf motor-oculaire commun, c'est la branche supérieure du nerf 3. Et le nerf 6, c'est le nerf motor-oculaire externe. En dehors de l'anneau de Zinn, c'est le nerf pathétique, le nerf trochléaire, le nerf 4, le nerf frontal, le nerf lacrymal et la veine ophtalmique supérieure. Vous voyez ici, c'est la fissure orbitaire. Donc, il a une ronde massue effilée, comme une virgule, qui est divisée par l'anneau de Zinn en deux parties. La partie externe de l'anneau de Zinn, voilà l'anneau de Zinn, la partie externe en dehors de l'anneau de Zinn. Donc, ici, livre passage le nerf trochléaire, le nerf 4, le nerf frontal, le nerf lacrymal et la veine ophtalmique supérieure. Donc, parfois, on pose la question quels sont les éléments qui traversent la fissure orbitaire en dehors de l'anneau de Zinn ou bien en dedans de l'anneau de Zinn. Donc, il faut faire attention. Donc, les éléments qui traversent la fissure orbitaire, soit en dedans, soit en dehors de l'anneau de Zinn. Par contre, les éléments qui traversent la fissure orbitaire en dedans de l'anneau de Zinn, c'est les branches supérieures, la branche inférieure de nerf motor-oculaire commun, c'est-à-dire le nerf 3, et le nerf nasociliaire, le nerf 6. Donc, c'est ça les éléments qui traversent la fissure orbitaire à l'intérieur ou bien en dedans de l'anneau de Zinn. La fissure orbitaire inférieure, donc c'est pas comme il n'y a pas une particularité anatomique comme la fissure orbitaire supérieure, donc il fait communiquer l'orbite avec la fosse ptérygopalatine. Les trous ethmoïdaux antérieurs postérieurs, donc dans la paroi médiane de l'orbite, et donc on livre passage aux artères au nerf ethmoïdaux, le nerf antérieur et le nerf postérieur. Donc vous voyez ici les orifices ethmoïdaux postérieurs et antérieurs. Donc, le trou ethmoïdal ou les orifices ethmoïdales antérieurs et postérieurs qui livrent passage aux artères ethmoïdales et ethmoïdales antérieures et les artères ethmoïdales postérieures. Donc, vous voyez ici, voilà les éléments, les orifices de l'orbite, donc le canal optique, la fissure orbitaire supérieure, c'est un repère anatomique très important à reconnaître, et la fissure orbitaire inférieure et les trous ethmoïdales antérieurs et postérieurs. Alors, voilà ici quelques applications cliniques ou bien des éléments cliniques et qui intéressent l'orbite, surtout les fractures. Ici, la fracture, c'est une fracture de la paroi inférieure ou paroi de plancher. Ici, une fracture de la plancher de l'orbite gauche avec une incarcération, ici une carcération comme une goutte, une carcération du muscle oblique, le muscle oblique inférieur et le muscle droit inférieur, ici, et la graisse orbitaire, parfois les éléments anatomo-cliniques, voilà, par un choc. Ici, voilà une fracture avec un effondrement carrément de la paroi inférieure de l'orbite, le plancher de l'orbite gauche, ici. Là, ici, un processus intra-orbitaire de l'orbite gauche, une exophthalmie, c'est-à-dire par l'existence ou par la présence d'un processus intra-orbitaire comme ça, qui permet de refouler, de repousser le globe oculaire en avant. Et il s'agit d'un conflit entre le contenant, c'est-à-dire l'orbite, et le contenu, c'est-à-dire le globe oculaire. Lorsqu'il y a une masse ou un processus n'importe quelle origine, soit une masse, soit un hématome, donc il n'y a pas d'espace qui permet de contenir, donc ce qui permet de refouler le globe oculaire en avant et qui est responsable d'une exophthalmie. Comme ça, une exophthalmie, c'est une protrusion du globe oculaire en dehors
de la cavité orbitaire. Alors, pour la vascularisation de l'orbite rapidement, pour la vascularisation de l'orbite, donc la vascularisation de l'orbite est assurée par deux systèmes artériels, donc le système carotidien interne par l'artère ophtalmique et également par le système carotidien externe par l'artère intraorbitaire. Donc, il faut retenir que l'orbite est vascularisée par deux systèmes, mais surtout le système carotidien interne par l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique qui prend en charge la quasi-totalité de l'apport artériel. Le retour veineux, donc, il est assuré par les veines ophtalmiques supérieures et inférieures. Vous voyez ici, c'est l'artère, c'est la carotide interne qui donne l'artère ophtalmique. C'est la branche collatérale de l'artère carotide interne qui passe par le canal optique et qui sort par le trou optique au-dessous le neurotique, au-dessous, ce qui est jaune, c'est le neurotique, au-dessous du neurotique. Il est d'abord au-dessous du neurotique et il devient plutôt latéro-optique. Il passe au-dessus de neurotique pour loger la paroi médiane de l'orbite. Donc voilà, l'artère, c'est l'artère ophtalmique qui donne plusieurs branches collatérales à destinée annexiale, c'est-à-dire pour les annexes d'orbite. On verra par la suite. Donc c'est presque la quasi-totalité de la vascularisation de l'orbite est assurée par l'artère ophtalmique. Alors, l'artère ophtalmique, donc dans la cavité crânienne, l'artère qui pénètre dans l'orbite par le canal optique, il donne de nombreuses branches collatérales destinées au globe oculaire et aux annexes. Et c'est une branche collatérale de l'artère ophtalmique, de l'artère carotide interne, et qui présente trois segments. Donc, un segment intracrânien, après son origine, il y a un segment intracrânienne dans le canal optique, et un segment intraorbitaire. Donc, il prend l'origine au niveau de la face de la carotide interne, située au-dessus du processus clénoïdal antérieur. Trois segments, segment intracrânien qui est des longueurs très variables, donc 3 à 15 mm. L'artère naissant directement de la carotide interne. Et un segment intracanalaire, à ce niveau, l'artère chemine au-dessus du neurotique, donc au-dessus du neurotique, puis un segment intraorbitaire qui comporte trois parties, latéro-optique, c'est-à-dire en dehors de neurotique, supra-optique, c'est-à-dire au-dessus de neurotique, et latéro-médio-optique, c'est-à-dire en dedans par rapport au trajet de neurotique. Donc, il se termine au niveau flanc supéro-interne de l'orbite, après avoir perforé le septum orbitaire, et qui donne naissance, et se termine par l'artère angulaire, qu'on appelle l'artère angulaire au niveau flanc supéro-interne. Donc, c'est la branche terminale, c'est la seule branche terminale de l'artère ophtalmique au niveau de l'angle supéro-interne. D'accord, ici vous voyez ici donc l'artère, c'est l'artère angulaire. Donc l'artère ophtalmique qui donne la branche terminale, l'artère angulaire, voilà, au niveau flanc supéro-interne après avoir perforé le septum orbitaire. Alors les branches collatérales, donc les branches collatérales de l'artère ophtalmique, c'est très nombreuses, donc ils sont très variables. En origine, en nombre, deux grands groupes, donc les artères destinées optiques, c'est-à-dire l'artère centrale de la rétine. Les artères ciliaires, donc l'artère centrale de la rétine, c'est qui permet la vascularisation de la rétine. Et les artères ciliaires longues et courtes. Et les artères de nœud optique. Donc il y a trois types des artères pour les artères destinées optiques. L'artère centrale de la rétine, c'est pas pour la vascularisation de la rétine. Les artères ciliaires longues, c'est-à-dire qui traversent la suprachoroïde, arrivent jusqu'à le segment antérieur du globe oculaire et qui participent à la vascularisation de l'iris, qu'on appelle par le grand cercle artériel, et les artères courtes qui traversent la choroïde autour de la papille optique et qui constitue donc le support vasculaire de la choroïde qu'on appelle la choriocapillaire. Et les artères de nœud optique, c'est-à-dire le nœud optique, il est vascularisé également par des artères de l'artère ophtalmique. Les branches à destinée annexiale, donc c'est des branches qui sont destinées aux muscles, les muscles oculomoteurs, la graisse orbitaire,
pour les glandes lacrymales principales et accessoires et pour les voies lacrymales de drainage. Donc, toutes ces branches adénici anexiales donc, sont divisées en plusieurs branches qu'on appelle les branches supra-orbitaires, pituitaires, l'artère lacrymale, les artères musculaires et les artères papillomales. L'artère centrale de la rétine, donc c'est une artère qui est constante. L'artère centrale, c'est une artère constante qui prend naissance au niveau directement dans l'artère ophtalmique dans 50% de cas et qui chemine le long de la face inférieure de nerf optique qui pénètre à l'intérieur du nerf optique puis se termine à la papille par des branches terminales. Voilà, ici, vous voyez ici, c'est l'artère centrale de la rétine qui prend naissance au niveau de l'artère ophtalmique, donc 50% de cas, qui pénètre au niveau à l'intérieur, qui chemine à l'intérieur du nerf optique et qui s'ouvre, qui se termine au niveau de la papille optique ici. Lorsqu'on fait un examen de fondeur, on voit ici c'est l'émergence de l'artère centrale de la rétine qui donne des branches collatérales, des branches temporales supérieures, les branches temporales inférieures, les branches nasales supérieures et les branches nasales inférieures qui se divisent en façon dichotomique qui permet la vascularisation de la rétine. Les artères de nerf optique qui sont nombreuses, donc celles qui sont issues du segment intracanalaire de l'artère ophtalmique et celles qui sont issues du segment intra-orbitaire. Donc, les artères ciliaires courtes postérieures, deux groupes, donc longues qui participent au grand cercle artériel de l'iris, et les artères ciliaires courtes très nombreuses qui est la vascularisation de la choroïde. Donc, il faut séparer les deux artères ciliaires longues qui participent à la vascularisation des artères de segment antérieur, c'est-à-dire la grande cercle artérielle de l'iris. Et les artères ciliaires courtes, c'est-à-dire très nombreux, et sont destinées à la vascularisation de la choroïde. D'accord? Si vous voyez ici, c'est les artères ciliaires courtes, donc qui vascularisent, qui pénètrent qui pénètrent la sclère autour de l'nerf optique et qui permet la vascularisation de la choroïde. Et la grande cercle artérielle ici, les artères ciliaires longues, qui participent à la vascularisation ou bien le grand cycle artériel de l'iris. Les artères lacrymales, l'artère lacrymale destinée à la glande lacrymale, donc c'est une branche collatérale de l'artère ophtalmique. Les artères supraorbitaires, donc qui naissent à la face supérieure de la portion médio optique de l'artère ophtalmique et qui se terminent au niveau du muscle, au niveau de la paupière supérieure et de l'oblique supérieur. Puis les artères ethmoïdaux, okay, deux types d'artères ethmoïdaux, ou bien deux sortes d'artères ethmoïdaux, postérieures et antérieures. Pour les artères postérieures, se terminent au niveau qui permet plutôt de vascularisation de fosse nasale, du muscle oblique supérieur, du muscle au niveau de la paupière, mais pour les artères antérieures, elles se terminent au niveau des fosses nasales. Donc, les artères musculaires inférieures, c'est très constantes et volumineuses, donc elles sont destinées pour les muscles oculomoteurs. Les artères palpébraux, donc on a deux, supérieures et inférieures, les artères palpébraux supérieures et inférieures, et qui sont chaque artère se divise en deux branches supérieures et inférieures et forment des arcades palpébrales, marginales et périphériques, les artères marginales supérieures, qu'on appelle les artères palpébrales marginales et les artères palpébrales supérieures périphériques. Supérieures marginales, les artères palpébrales supérieures marginales et les artères palpébrales supérieures périphériques. Alors pour les branches terminales, donc c'est l'artère angulaire, le système carotidien. Donc après avoir vu le système carotidien, le système carotidien externe, donc c'est par l'intermédiaire de l'artère infraorbitaire, donc qui prend origine au niveau de l'artère maxillaire et qui se termine dans la région de canal lacrymonasal. Et pour les artères méningées lacrymales, donc ils sont pénètrés dans la cavité orbitaire par la paroi latérale. Donc la vascularisation veineuse, donc le rotor veineux il est calqué au rotor de contenu orbitaire, il est assuré par trois veines, les veines ophtalmiques supérieures et inférieures et les veines ophtalmiques moyennes. Donc pour conclure, on peut dire que
Donc, l'évaluation d'une atteinte orbitaire doit distinguer les lésions, soit intra-orbitaires, soit péri-orbitaires, soit intraoculaires. Donc, intraoculaire, c'est à l'intérieur du globe oculaire. Intraorbitaire, c'est à l'intérieur de l'orbite. Il y a un conflit entre le contenu, donc avec comme conséquence l'exophthalmie, et le péri-orbite, c'est-à-dire en dehors de l'orbite. Donc, on peut s'aider par la clinique, donc pour savoir l'interrogatoire pour rechercher une douleur au niveau de rebord orbitaire, de douleur oculaire, de douleur orbitaire, l'armement, rhinorrhée, hyposmus, s'il y a un problème rhinologique, l'inspection, donc pour savoir, pour rechercher une paralysie du globe oculaire, une exophthalmie, une tuméfaction d'un angle, des signes inflammatoires autour du globe oculaire, les acoutis visuels de loin de près avec correction, des signes endocriniens, rhinologiques, tous ces éléments cliniques peuvent orienter vers une pathologie de l'orbite. Et paraclinique, bien sûr, on demande en cas de suspicion d'une pathologie orbitaire, donc une échographie oculaire pour la biométrie, c'est-à-dire la mesure de longueur axiale de l'angle oculaire, un scanner pour s'il y a sur un visage un geste chirurgical, une IRM, et on complète en fonction de données cliniques, paracliniques, par angiographie, orthographie et la pléphographie. Alors, on passe rapidement à l'anatomie de paupières. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, on passe à l'anatomie de paupières. Alors, voilà le plan de ce chapitre, introduction, anatomie descriptive des muscles descriptifs, anatomie du muscle oculomoteur, de muscle de releveur de la paupière, les annexes palpébraux et vascularisation. On termine par une évaluation avant de conclure. Alors, les paupières sont de structure cutanée, donc cutanée musculo-membraneuse, c'est-à-dire qu'elles contiennent de la peau, des muscles et des membranes, en continuité avec les téguments de la face et recouverts à la face antérieure de l'œil. Alors, il faut savoir que les paupières jouent à une triple fonction. C'est très important. D'abord, les paupières permettent la protection du globe oculaire contre toute projection d'un corps étranger, toute projection des produits chimiques. Donc, le fait de cligner les paupières et protège le globe oculaire de toute projection extérieure. Le drainage lacrymal, d'abord, il contient des glandes lacrymales principales et accessoires, et par le clignement qui permet de drainer le film lacrymal ou les larmes au niveau du voie lacrymale de drainage. Et l'expression mimique, parce que toute atteinte de paupières, ça retentit sur l'expression mimique du visage. Donc, il existe deux paupières, la paupière supérieure et inférieure. Vous voyez ici, la paupière supérieure, il y a deux repères anatomiques, il faut le savoir. Donc, c'est la sourcil, c'est la plaie qu'on appelle le pli palpébral supérieur et le pli palpébral inférieur. Voilà, se forme d'un trait sumé très bien visible qui permet de différencier entre les paupières et la région externe de la région palpébrale. Donc, ce qu'on appelle le pli palpébral supérieur, le bord libre de la paupière supérieure, le bord libre, ici, et le bord libre de la paupière inférieure. Le caroncule, et là, le pli sumilinéaire. Le pli sumilinéaire, c'est en dedans, c'est entre la caroncule et la conjonctive bulbaire. Ici, c'est ce qu'on appelle le pli sumilinéaire. Le bulbe, le globe oculaire ou le globe oculaire, le pli palpébral inférieur et le sillon palpébro-génial qui sépare la région palpébrale avec la région jugale. Donc, il y a la commissure latérale, la commissure plutôt médiale et la commissure latérale. Donc, ces deux repères, les limites de la région palpébrale, c'est très difficile, donc surtout la région pour la paupière inférieure, donc il se poursuit avec le tégument de la face sans qu'il y ait une limite bien définie. Donc classiquement, on distingue donc la limite de la paupière en haut,
c'est le bord inférieur de la sourcille. Donc, schématiquement, c'est la limite supérieure, c'est la limite de la région palpébrale. Donc, sa limite, c'est le bord inférieur de la sourcille pour la paupière supérieure. En bas, c'est le sillon palpébro-génial, donc ce qui limite la région palpébrale ou la paupière inférieure avec la région jugulaire. Et en dedans, la commissure palpébrale médiane qui réunit les deux paupières, la paupière supérieure et la paupière finale, et la région nasale, c'est-à-dire la limite entre la région nasale, ici, la région nasale, et la commissure médiane qui réunit les deux paupières supérieures et la paupière inférieure. En dehors, donc, c'est la même chose, c'est la réunion de deux régions palpébrales et temporales, la commissure latérale qui réunit deux paupières supérieures et inférieures et qui sépare la région palpébrale avec la région temporale. La face antérieure de chaque paupière elle présente donc un repli cutané parallèle au bord libre. C'est le sillon orbitopalpébral. Donc la partie située entre le bord libre de la paupière et le sillon orbité appelée la portion tarsale. Et au-delà de sillon, la portion orbitaire, c'est-à-dire entre le sillon et le bord inférieur de sourcil. Ici, c'est le pli ou le sillon orbitopalpébral qui sépare deux régions. Entre ce sillon et le bord libre, c'est la portion tarsale. Entre ce sillon et le bord inférieur de la sourcil, c'est la portion orbitaire et qui est recouverte donc, par une peau mince et derrière, il y a la graisse orbitaire. Donc, ce sillon permet de séparer la région palpébrale en deux parties, en deux portions, la portion orbitaire et la portion tarsale qui répond au tarse. La face postérieure, donc, il est recouvert par la conjonctive palpébrale. Et donc, si on fait tourner la paupière supérieure, on trouve une conjonctive palpébrale qui est rosée et lisse. Sa concavité surmonte donc la face antérieure du globe oculaire. Donc, le bord libre. Alors, le bord libre, c'est le bord libre de la paupière inférieure. Sa longueur est de 30 mm et son épaisseur est de 2 à 3 mm. Il présente deux portions. Voilà, c'est le bord libre. Donc, il présente deux portions. Une portion lacrymale, voilà, une portion lacrymale ici, c'est-à-dire en dedans de mia lacrymale, en dedans qu'on appelle la portion lacrymale, elle est dépourvue de cils. Il n'y a pas de cils ici. Il n'y a pas de cils ici. On appelle la portion lacrymale. Donc, elle représente environ 1,5 de la totalité de la longueur de bord libre, donc 1,5. Et pour la portion ciliaire, ici, c'est le reste de bord libre qui est pourvu dessus. Donc, on représente environ les 4/5 de la longueur de bord libre. Donc, l'angle externe, il est formé par l'union de deux paupières, supérieure et inférieure. Donc, il est situé environ de 6 à 8 mm de rebord orbitaire. Et l'angle interne, ici, c'est la formation ou la réunion de deux paupières supérieures et inférieures, la portion et qui se réunit ici pour former l'angle interne. Il contient deux formations, comme vous le savez. Donc, c'est la carboncule en avant, la carboncule, et le repli semi-lunaire en dessous. Alors, pour le tarse, donc le tarse, c'est quoi le tarse? C'est une charpente fibreuse des paupières et c'est une formation très rigide. Donc, le tarse supérieur, ici le tarse supérieur, c'est qu'il recouvre donc la paupière supérieure depuis l'angle, depuis le rebord orbitaire, depuis le bord libre des paupières jusqu'à le pli semi-lunaire. Voilà, plutôt le sillon orbitopalpébral. Donc, c'est le tarse. Et vous voyez ici que le tarse supérieur, donc il est plus large et plus développé par rapport au tarse inférieur. Donc, il a une forme ovalaire. Par contre, le tarse inférieur est moins développé que le tarse supérieur. Les deux tarses donc, se réunissent
pour former ce qu'on appelle les ligaments palpébraux internes et les ligaments palpébraux externes. Donc, c'est là le ligament, lorsque vous entendez parler de ligament palpébral interne, c'est la réunion de deux tarses, tarse supérieur et inférieur. Alors, voilà, sur une coupe sagittale, vous voyez ici le tarse, ce qui est en pleine épaisseur à l'intérieur de la paupière, le tarse supérieur. Ici, c'est la partie orbitaire, de la paupière. Et ici, c'est la partie palpébrale ou tarsale parce que la paupière répond en arrière au tarse. Alors, quels sont les muscles des paupières? D'abord, le muscle releveur de la paupière supérieure, il permet donc l'ouverture palpébrale. L'ouverture palpébrale, elle est innervée par le nerf motor-oculaire commun. Donc, il faut retenir que le releveur de la paupière, elle est énervé par. Ce muscle releveur, il prend origine au niveau de fond de l'orbite avec les autres régions du muscle droit et se porte en avant entre le droit supérieur et la paroi supérieure de l'orbite. Donc, le muscle releveur se termine par un tendon terminal ou un fisson aponeurotique est né de corps musculaire. On regarde l'équateur de globe oculaire. Il forme un éventail sous-monosore le globe oculaire et dont la base de cette terminaison répond à toute la largeur de la paupière supérieure. Les insertions de l'aponeureuse de muscle releveur de la paupière sont triples. D'abord, il a une terminaison cutanée responsable de plaie palpébrale supérieure. Donc, cette plaie palpébrale, c'est la terminaison de la portion cutanée des muscles releveurs de la paupière. Et pour les éléments tarsales, donc ils se terminent pour la moitié inférieure de la face externe de tarse. Et pour les ailerons, donc externe et interne, c'est sur les insertions osseuses. D'abord, il y a le muscle du Muller. C'est un muscle très, très réduit, c'est un muscle de petite taille, qui naît à la face inférieure du muscle releveur et se termine sur le bord supérieur de tarse. Vous voyez ici l'origine du muscle. Vous voyez ici l'origine du muscle releveur de la paupière supérieure au niveau de l'apex orbitaire. Au niveau de l'apex orbitaire, plutôt au-dessus et en dedans de canal optique, le muscle releveur de la paupière, l'oblique supérieur et le muscle droit supérieur. Donc, c'est l'origine au niveau du tendon de Zinn, de l'apex orbitaire, au-dessus et en dedans de l'anneau de nerf optique, entre le droit supérieur, le droit supérieur et le muscle oblique supérieur. Donc, vous voyez ici, il loge la paroi supérieure, donc il loge la paroi supérieure de globe d'orbite entre le droit supérieur et la paroi supérieure d'orbite. Donc, il se termine par des terminaisons tendineuses, on appelle tendineux, se termine au niveau de tarse, et une partie qui traverse le tissu sous-cutané pour se terminer au niveau de la peau. Donc, une terminaison cutanée, une terminaison tarsale et une terminaison latérale au niveau orbitaire. Vous voyez ici le muscle releveur de la paupière, comment il se réfléchit et se moule sur la cavité orbitaire. Donc, après avoir pris naissance au niveau de l'apex orbitaire, il se dirige en éventail entre le droit supérieur et la paroi supérieure de l'orbite et se réfléchit au niveau de la paupière pour donner aux fibres tendineuses trois types cutanés qui traversent la peau et deuxième élément aponeurotique terminal sur le tarse et d'autres sur la paroi orbitaire. Vous voyez ici sur une image les muscles releveurs de la paupière, comment donc l'insertion sur le tarse, ici sur le tarse, c'est le muscle releveur de la paupière. Donc l'insertion, la terminaison des fibres tendineuses par les ailerons
de releveur sur le tarse et d'autres éléments qui traversent la peau, qui se trouvent à la face postérieure de la peau. L'orbiculaire, c'est un autre muscle qui est contenu dans l'épaisseur des paupières. C'est un muscle plat, circulaire, formé de plusieurs faisceaux, deux portions papillare et orbitaire, innervé par le nerf facial. Il faut retenir ça. L'orbiculaire est innervé par le nerf facial et joue un rôle au niveau de l'occlusion palpébrale. Donc, on distingue deux parties. Donc, la partie orbitaire qui recouvre tout le pourtour au-dessus de la base de l'orbite et l'orbiculaire, il se divise en trois faisceaux. La portion marginale et la portion prétarsale, la portion préceptive. Ici, vous voyez ici deux portions. La portion orbitaire, c'est-à-dire entre le sillon orbitopalpébral et le sourcil, donc ce qu'on appelle l'orbiculaire orbitaire. Et l'orbiculaire palpébral, ici, c'est circulaire qui est divisé en trois portions, contient trois portions. La portion marginale, la portion prétarsale en avant de tarse et la portion préseptale en avant de septum. Alors, pour d'autres éléments anatomiques des paupières, c'est le septum orbitaire et la charpente fibreuse. D'abord, le septum orbitaire, c'est quoi le septum orbitaire? C'est une forme d'une lame, d'une membrane fibreuse très mince, blanc, alors qui relie le rebord orbitaire au bord supérieur de tarse. Alors, voilà le tarse, ici, et le rebord orbitaire, ici. Donc, cette partie, cette membrane fibreuse qui relie donc, le rebord orbitaire au tarse, elle s'appelle le septum orbitaire. Le septum orbitaire. Donc, c'est-à-dire que c'est un septum qui maintient ou qui relie le tarse au rebord orbitaire. Il est plus résistant en périphérique qu'au centre et délimite donc la loge orbitaire et livre passage aux éléments vasculeux nerveux et assure donc la contention et de la graisse orbitaire. Le tarse, c'est quoi le tarse? C'est un tissu conjonctif densifié et fibreux élastique, arrimé au tendon et au septum. Il forme l'armature de la paupière et des dimensions inégales entre le tarse supérieur et inférieur. Vous voyez ici le tarse supérieur. Le tarse supérieur, il est plus développé que le tarse inférieur. Ici, c'est le septum, le tarse. Voilà. Ici, voilà le tarse inférieur et le tarse septum, le tarse supérieur. Ici, c'est le muscle releveur de la paupière supérieure qui donne des ailerons qui s'insèrent sur le tarse supérieur. Ici, vous voyez ici le tarse. La terminaison, alors, vous regardez ici, c'est le muscle releveur de la paupière, le muscle releveur de la paupière. Le muscle du mulaire, c'est une petite muscle qui s'insère sur la face inférieure du muscle releveur. La terminaison du muscle releveur par des terminaisons tarsales, ici des tarsales, et des terminaisons cutanées. Des terminaisons cutanées, ce qui est bleu, ce qui est vert, ici, c'est des terminaisons cutanées du muscle releveur de la paupière supérieure. Alors, les annexes palpébrales, donc, ils sont formés par des glandes suivantes, des glandes de mébimus, sont contenues à l'intérieur de tarse, du mébimus, et qui permet la sécrétion lipidique ou la sécrétion lipidique du film lacrymal, ou la couche lipidique du film lacrymal. Les glandes de Moll, elle est annexée au cils, donc qui permet la sécrétion sudoripare du film lacrymal. Et les glandes de Zeiss sont donc annexées aux cils et aux poils de paupières sébacées. Toutes ces glandes donc, assurent la sécrétion de base lacrymale. Pour la vascularisation de la paupière, elle est assurée par les artères palpébrales, donc branche de l'artère ophtalmique. Il existe deux branches palpébrales supérieures et inférieures, on a déjà vu ça. Donc les artères palpébrales supérieures, médiales et médial supérieur et médial inférieur qui donnent marginal et périphérique. Alors, pour la vascularisation veineuse, donc au niveau des paupières, les veines sont drainées par la veine vers la veine angulaire et au niveau des paupières inférieures, les veines sont drainées par les veines faciales. Alors, quelles
application clinique, donc ici, c'est un ptosis, une chute de la paupière supérieure qu'on appelle un ptosis. Ici, c'est un abcès au niveau de la paupière. Donc, c'est une infection aiguë des paupières qu'on appelle une chalazion. C'est comme ça, c'est fistulisé. C'est un enquistement infecté au niveau de tarse. Ici, une plaie des paupières, une plaie en pleine épaisseur. C'est la même chose ici avec des insertions de la paupière. Et c'est un entropion, un retournement de la paupière en dedans avec des cils ici qui frottent sur la cornée et sur la conjonctive, un corps étranger ici sur la conjonctive palpébrale et d'autres éléments, entropion et ectropion. Donc, on passe rapidement le tumeur des paupières. Et voilà. Et conclusion, donc pour conclure, donc les paupières forment donc de chaque côté des structures cutanées musculeuses et jouent un rôle pour la protection du globe oculaire, également pour la sécrétion, pour l'étalement de film lacrymal sur la cornée. Donc, il est richement vascularisé et énervé. Donc, il est classique de distinguer sur le point de vue chirurgical en deux portions, donc la portion verticale qui contient deux portions tarsales et septales et deux portions dans le sens antéro-postérieur pour la lamelle chirurgicale. Donc, c'est la lamelle antérieure et la lamelle postérieure. Alors, on passe rapidement le système lacrymal. Donc, le système lacrymal, donc on n'a pas beaucoup de temps, donc il reste presque une demi-heure. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, si vous avez des questions pour l'anatomie du système lacrymal, donc rapidement, c'est quoi le système lacrymal? C'est constitué par plusieurs éléments qui composent, donc, qui permettent la formation des larmes, leur répartition sur la surface antérieure du globe oculaire et leur évacuation. Donc, il compose deux éléments. L'appareil qui sécrète les larmes, ce qu'on appelle l'appareil lacrymal sécréteur, essentiellement le gland lacrymal principal et accessoire. Et l'appareil lacrymal excréteur, c'est-à-dire qu'il voie de drainage, c'est-à-dire qu'il élimine les larmes, donc qui sécrète et qui élimine. Donc le film lacrymal, donc c'est quoi le film lacrymal? C'est un liquide qui participe donc à la nutrition, le lavage et la protection de la surface antérieure du globe oculaire. Donc sa qualité, sa bonne répartition. La qualité, c'est-à-dire qui contient tous les éléments nutritifs et sa bonne répartition qui doit être uniforme sur la cornée implique une sécrétion qui est diversifiée, qualifiée et une expression adaptée. Donc le film lacrymal contient trois couches. D'abord, c'est ça, une coupe antéro-postérieure, c'est la cornée. Voilà, vous regardez ici la cornée. L'épithélium cornéen. Ici, la couche mycoïde qui est en contact direct avec la cornée. La couche mycoïde qui est en contact direct avec la cornée. Et une grande couche qu'on appelle la phase aqueuse, et contient de l'eau. Presque 90% du film lacrymal contient de l'eau. C'est la couche intermédiaire. Et une couche superficielle. Ici, c'est la couche lipidique, c'est en contact direct avec l'air. Donc, ici, c'est l'air. La couche superficielle sur la couche lipidique, intermédiaire la couche aqueuse, mycoïde. La couche mycoïde, c'est-à-dire qui adhère à l'épithélium cornéen. C'est la même chose ici, c'est l'œil, c'est le globe oculaire, c'est la cornée, c'est la couche. Ici, c'est la couche lipidique, la couche aqueuse et la couche mucineuse qui est en contact direct avec la cornée, plutôt la cornée. L'appareil lacrymal, donc l'appareil lacrymal sécréteur, les glandes lacrymales principales et accessoires, et l'appareil excréteur, le point lacrymal de drainage ou le point lacrymal d'évacuation. Il contient ces éléments, le lac lacrymal, les points lacrymaux, les canalicles lacrymaux, le canal du nez, le canal lacrymonasal, le point de vue lacrymonasal. Rapidement, donc on passe que la glande lacrymale, deux types de glandes lacrymales accessoires. D'abord ici est situé au niveau de la paroi supérieure de l'orbite, flanc supérieur externe de la paroi supérieure de l'orbite, c'est la fosse lacrymale où se loge la glande lacrymale principale. Vous voyez ici la glande lacrymale principale, la paroi supérieure externe de l'orbite. Ici, vous voyez ici la glande lacrymale, deux lobes, lobe supérieur, deux lobes supérieurs inter et inférieur.
Et elle est séparée par les ailerons du muscle releveur de la paupière. Ici, c'est la glande lacrymale principale. La même chose. Donc, elle est séparée par en deux portions par le muscle releveur de la paupière, une partie papérale antérieure et inférieure et une partie orbitale supérieure, ici supérieure et postérieure. Supérieure et postérieure. D'accord? La partie inférieure orbitaire, palpébrale, elle est antérieure et inférieure, et la partie orbitaire, elle est postérieure et supérieure. Deux lobes, voilà ici la morphologie, donc ça est le jaune rougeâtre de forme bilobée. Il mesure environ 20 mm de long, 15 mm de large, 3 à 5 mm. Deux lobes, la partie postérieure est orbitaire et la partie palpébrale inférieure. Et si vous voyez ici on appelle des canalucules lacrymaux, ces une petite pierre tuyée qui s'ouvre au niveau du col de sa conjonctive supérieure. Lorsqu'il y a une sécrétion au niveau du larme, il se draine par qu'on appelle des ductus lacrymaux et qui se déversent au niveau de sa conjonctivale supérieure et inférieure. La glande lacrymale principale, la glande lacrymale principale, et qui sont séparées par les ailerons du muscle releveur de la paupière supérieure. C'est la même chose. Donc, il occupe la fosse lacrymale de l'os frontal. Ces rapports se font, donc c'est très important, il faut retenir ça, c'est une question qui peut parfois, donc on se demande quels sont les rapports de glande lacrymale au niveau de la fosse lacrymale de l'os frontal. Et ces rapports se font avec le septum orbitaire, en arrière la graisse orbitaire, le cul-de-sac conjonctif inférieur et en dedans par le bord externe du droit supérieur et en dehors par le bord supérieur droit externe. Les deux parties de glande lacrymale sont entourées par d'un tissu conjonctif fibreux qui relie au périoste. Vous voyez ici, la glande lacrymale, donc ici c'est le muscle droit supérieur et droit externe, le droit supérieur. Donc les rapports de muscles de glande lacrymale principale se font en bas, au niveau du cul-de-sac conjonctif, en arrière avec le bord supérieur du droit externe et en arrière avec le muscle droit supérieur. Vous voyez ici, c'est des ductules qu'on appelle des canalucules, des ductules lacrymaux qui déversent la sécrétion lacrymale principale au niveau du cul-de-sac supérieur et du cul-de-sac inférieur. Les glandes lacrymales accessoires donc, sont des glandes lacrymales disséminées, donc situées, localisées au niveau de la conjonctive et des tarses. Ces glandes assurent la sécrétion lacrymale de base. Il s'agit de glandes de Krus et de Wolfring, des glandes de Möbius, de glandes de Zeiss et de Moll. Ici, vous voyez ici la glande lacrymale principale, la glande de Wolfring au niveau du cul de sa conjonctivale, les glandes de Krus au niveau de la conjonctive palpébrale, ici la conjonctive palpébrale, ici qu'on appelle les crêtes ou les cellules amiceuses au niveau de la conjonctive bulbaire, ici la glande de Möbius à l'intérieur de tarse, et ici c'est la glande de Zeiss et les glandes de Moll. C'est ce qu'on appelle les glandes lacrymales accessoires et qui permet la sécrétion, qui assure la sécrétion de base de film lacrymal. Il y a de la sécrétion de base qui est assurée par les glandes lacrymales accessoires. Et il y a la sécrétion réflexe qui est assurée par la sécrétion de glandes lacrymales principales. Donc la glande lacrymale principale, il assure la sécrétion de base et la sécrétion réflexe. Par contre, la sécrétion de base, elle est assurée par les sécrétions, les glandes lacrymales accessoires. Vous voyez ici le lac lacrymal, le ménisque se forme, c'est là qui est coloré par un colon fluorescine. Hein. Là, alors rapidement, ici le film lacrymal, la rivière lacrymale, ici qu'on appelle le lac lacrymal. Alors, pour l'anatomie de voie excrétrice, le lac lacrymal, les points lacrymaux, le canal lacrymaux, le canal d'union, le canal sac lacrymaux et le conduit lacrymo-nasal, qu'on appelle les voies de drainage, ou les éléments anatomiques qui entrent dans la constitution de voie lacrymale excrétrice. Alors ici, le lac lacrymal, c'est un espace qui permet la collection des larmes au niveau
qui se draine au niveau de bord libre, la rivière lacrymale. Et cet espace, il est formé par une ou deux paupières qui contient la caroncule et là, le repli sumulaire. Ici, c'est le lac lacrymal, c'est l'espace qui contient le lac lacrymal. Et les points lacrymaux sont situés sur le bord libre à l'union de la portion ciliaire et la portion lacrymale. Ici, vous voyez ici, voilà, c'est le méa qu'on appelle le méa ou le point lacrymal. Le méa lacrymal inférieur et le méa lacrymal supérieur. Ici, voilà, voilà déjà un méa lacrymal. Ici, déjà un sondage de méa lacrymal inférieur supérieur. Donc, c'est qui est situé sur le bord libre entre la portion lacrymale et la portion ciliaire de bord libre. Les canalicules lacrymaux supérieurs et inférieurs qui font deux portions horizontales et verticales. Les canalicules supérieurs, voilà le canalicule supérieur et le canalicule inférieur. Le canalicule supérieur, ici, et le canalicule inférieur. Et il contient deux portions, une portion verticale, très courte, voilà, une portion verticale. Ici, c'est une portion ascendante, c'est une portion verticale descendante, et une portion horizontale. Une portion horizontale, on appelle les canalicules supérieurs et les canalicules inférieurs, deux portions. Il faut retenir ça, la portion verticale est très courte pour les deux canalicules supérieurs et inférieurs, et une portion horizontale, elle est plus longue. Alors, les deux portions, le canal d'union, c'est formé par la réunion de deux pôles du canalicules supérieur et inférieur. Donc, on pousse s'aboucher au niveau du sac lacrymal. Le sac lacrymal, alors voilà ici le canal d'union. Donc, ici, le canal d'union, c'est le canalicule supérieur et le canalicule inférieur qui se réunissent pour former le canal d'union qui se bouge au niveau du sac lacrymal. Le sac lacrymal, c'est le collecteur des larmes. Sa capacité de base est de 20 mm3. Un réservoir cylindrique aplati de 12 à 14 mm de haut, 3 à 8 mm de diamètre. Voilà le sac lacrymal. Donc, le canalicule supérieur, le canal inférieur, le canal d'union, le sac lacrymal et le canal lacrymo-nasal. On passe rapidement. Donc, le sac lacrymal, les canalicule supérieur et inférieur, le canal d'union, ce qui s'ouvre, qui s'abouche au niveau de la partie antero-externe du canal lacrymo-nasal, le canal, plutôt du sac lacrymal. Et ici, le sac lacrymal, le canal supérieur, et c'est ce canal lacrymo-nasal qui s'ouvre au niveau du milieu inférieur. Le canal lacrymo-nasal situé dans le canal osseux creusé dans le maxillaire supérieur entre les sinus maxillaires en dehors et au nasal en dedans et oblique. Donc, sa longueur est d'environ de 12 à 15 mm et son diamètre est de 15 mm. Donc, voilà le canal d'union qui fait suite au canal sac lacrymal et qui s'ouvre au niveau du milieu inférieur. Il y a une valve qu'on appelle la valve de Hassner qui permet le reflet, toutes les sécrétions, le reflet de ce qui est à l'intérieur du fosse nasal par le canal lacrymo-nasal et ça a une barrière anatomique pour toute infection ascendante qui loge le paroi, le canal lacrymo-nasal vers le sac lacrymal. Donc, voilà qu'on appelle. Il faut retenir que les voies de drainage ou les voies d'évacuation du film lacrymal peut être séparées en deux parties. La partie horizontale, ici c'est la partie horizontale, et la partie verticale. La partie horizontale, elle contient le lac lacrymal, le milieu lacrymal, les canalicule lacrymal inférieur et supérieur, le canal d'union. Puis, la portion verticale des voies lacrymales de drainage, elle contient le sac lacrymal et le canal lacrymo-nasal. Donc, deux portions. Si on peut séparer les voies de drainage, de la sécrétion lacrymale, deux portions, la portion horizontale, tout ce qui est horizontal, et la portion verticale. La portion horizontale, c'est-à-dire le lac lacrymal, les points lacrymaux, les canalicule supérieur et inférieur, le canal d'union, et la portion verticale des voies lacrymales de drainage, c'est le sac lacrymal et le canal lacrymo-nasal. Vous voyez ici les paupières supérieures et inférieures, les canalicules inférieurs, les canalicule inférieur, le canal supérieur, le canal d'union, le sac lacrymo-nasal et le canal lacrymo-nasal. Et si vous regardez si on fait les orifices du canal lacrymo-nasal, c'est les orbites, l'orbite gauche, l'orbite droite, et c'est l'orifice supérieur dans
dans l'orbite droite, par exemple, ici. Alors, si on passe rapidement à la physiologie, la vascularisation, donc, il est vascularisé par, est assuré par l'artère lacrymale, qui est une branche collatérale de l'artère ophtalmique et de l'artère méningée. Donc, c'est l'artère, ici, c'est la glande lacrymale principale, il est assuré par l'artère lacrymale et il est énervé par la nerf lacrymale. Donc, la vascularisation veineuse est drainée par la veine lacrymale, puis la vascularisation lymphatique est collectée dans le convolvulus parotidien profond juxta-jugulaire ou le convolvulus prétrachien. Donc, on passe rapidement. Pour les voies lacrymales, il est assuré par la vascularisation, il est assuré par les artères nasales, l'artère palpebral supérieure inférieure et les artères ongulaires. L'innervation, donc, pour la glande lacrymale principale, pour la glande lacrymale, donc, l'innervation sont aussi assurée par le nerf lacrymal sécrétoire, c'est-à-dire que la sécrétion parasympathique par le noyau de nerf 7, et pour l'innervation sécrétoire sympathique, il est issu de la moelle cervicale. Donc, on passe rapidement. Donc, l'application ici, une dacrylus aigus, une infection, une surinfection, une suppuration de la glande lacrymale, plutôt de sac lacrymal, et qui s'est fistulisée avec une tuméfaction au niveau de l'ongle, rougeur, une sécrétion, une douleur. Donc, ici, si on fait un sondage, par exemple, on passe une sonde, qu'on appelle une sonde de Born, au niveau le méa lacrymal, puis on traverse le canal lacrymal inférieur jusqu'au niveau du canal du Lion, on passe le canal le sac lacrymal jusqu'à le rebord orbitaire, et s'il y a un passage, on vérifie s'il y a un reflux, s'il y a une obstruction, pour savoir s'il y a un reflux, plutôt une obstruction au niveau du drainage, des fois lacrymal. Ici, voilà un sondage, pas un sondage. C'est la même chose du canal supérieur. Ici, lorsqu'il y a une obstruction du canal lacrymo-nasal, il y a une obstruction, on fait une pression au niveau de l'angle inter, on regarde de sac, il y a un reflux de sécrétion. Donc, ça témoigne qu'il n'y a pas de passage au niveau du canal lacrymo-nasal. C'est un prolapsus de la glande lacrymale principale et sur un point surnuméraire de points lacrymaux au lieu d'un point, il y a 2 points. C'est une malformation congénitale. Ici, il y a une section de canalicule et les canalucules, inflammation des canalucules. Alors, on passe rapidement. Alors, pour conclure, l'appareil lacrymal comporte 2 parties physiologiques et anatomiques très différentes. Un système de sécrétion des larves constitué par la glande lacrymale et un système d'évacuation des voies lacrymales d'excrétion. Alors, il reste 20 minutes. On passe rapidement. Donc, on passe rapidement pour l'anatomie du muscle oculomoteur. C'est bien? C'est bon? Il faut savoir qu'il y a 6 muscles oculomoteurs qui permettent la mobilisation de l'œil dans les différentes directions de regard. Donc, 4 muscles droits et 2 muscles obliques. Ils sont énervés par 3 paires de paires crâniennes. Pour le nerf moteur oculaire commun, donc il énerve le muscle droit interne, le muscle droit supérieur, le muscle droit inférieur, le petit oblique ou l'oblique inférieur. Et pour le muscle oblique supérieur, il est énervé par le nerf pathétique ou le nerf trochléaire. Pour le droit externe, il est énervé par le nerf moteur externe. Alors, sur le plan anatomie descriptive et topographique du muscle, le muscle droit prend origine au niveau tendodosine par une origine commune. Ce dernier s'insère sur le tubercule de ce optique et se divise en 4 longuettes. Une longuette supéro-interne, une longuette inféro-interne, supéro-externe et inféro-externe. Alors, ces 2 longuettes sont réunies et se forment entre 2 et se réunissent pour former l'origine de chaque muscle droit moteur-oculaire commun. Vous voyez ici l'origine du muscle droit. Ici, c'est le muscle droit supérieur. Ici, c'est l'anodosie. Qui divise la fissure orbitaire en 2 portions en dehors de l'anodosine et en dehors de l'anodosine. D'accord? Le muscle droit supérieur, le muscle droit latéral, ici
le muscle oblique supérieur et le muscle de releveur. Donc, le releveur, le paupière supérieur, le muscle droit supérieur, le muscle droit latéral. Ici, c'est le muscle droit inférieur. Ici, le muscle droit latéral. Vous voyez ici que chaque muscle est formé par deux longuettes, une longuette inférieure, deux longuettes, une longuette, l'autre, une longuette, l'autre, et chaque muscle est formé par deux qui sont liés entre deux pour former l'origine de chaque muscle. C'est la même chose. Ici, au niveau de l'orbite, l'apex orbitaire qui montre l'insertion du muscle oculomoteur, c'est la fissure orbitaire, l'anodosine, le trou optique, l'artère ophtalmique, le nerf optique, et sur le muscle droit supérieur, le muscle droit latéral, parce que c'est l'orbite droit, le muscle droit médial, le muscle droit inférieur, ici, le petit radius phénoïde, et qui forme, ici, c'est là qu'on appelle espace intraconique, lorsqu'il y a les insertions de chaque muscle, connaissance au niveau de l'apex orbitaire, au niveau de l'anodosine, ils se convergent en avant, et ici, c'est l'espace intraconique, c'est-à-dire à l'intérieur de l'intérieur du muscle. Vous voyez ici, c'est la même chose, le canal optique, le trou, avec tous les nerfs qui sortent par la fissure orbitaire, la branche supérieure de 3, la branche inférieure de 3, et le nerf 6, ici le nerf pathétique, le nerf lacrymal, le nerf frontal. Vous voyez ici, c'est la même chose. Donc le muscle droit supérieur, le muscle droit inférieur, le muscle droit latéral et le muscle droit médial. Alors pour les 4 muscles droits, se portent en avant, divergeant légèrement en éventail pour gagner la partie antérieure du globe oculaire qu'ils enserrent de leurs tendons terminaux. Donc, ils forment un cône musculaire à sommet postérieur formé par les membranes intermusculaires. Vous voyez ici l'insertion, l'origine des muscles oculomoteurs qui se dirigent en avant en éventail et qui forment un cône musculaire à l'intérieur qu'on appelle les muscles intraconiques, l'espace intraconique et l'espace extraconique, et qui se termine au niveau de la sclère dans la région prééquatoriale. Alors, voilà l'espace intraconique à l'intérieur du conduit musculaire et l'espace extraconique, c'est-à-dire l'espace entre les muscles et le robot orbitaire, espace intraconique. Alors, chaque muscle se transforme en un tendon large de 10 mm environ, long de 5-10 mm de couleur blanc nacré. Tous les muscles droits se terminent au niveau de la sclère, le droit interne à 5,5 mm du limbe, le droit inférieur à 6,5, le droit externe à 7,7 et le droit supérieur à 7,7 mm du limbe. Alors, leur terminaison, sur ce schéma, montre la terminaison du muscle oculomoteur droit sur la sclère, le limbe. Ici, sur le limbe, c'est-à-dire que l'espace entre la cornée transparent et la sclère opaque, l'insertion de chaque muscle en arrière de limbe, ici sur le limbe. Donc, c'est l'insertion de muscle en arrière de limbe. D'accord? Ici, le droit latéral, il s'insère en arrière de limbe de 5,5 mm. Pour le droit inférieur, 6,5 mm de limbe. Et pour le droit latéral, c'est 7,7 mm de limbe. Pour le droit supérieur, c'est 7,7 mm de limbe. Voilà, sur l'orbite droit, l'insertion du muscle droit latéral, du muscle droit médial, inférieur et du droit supérieur. Sur ce schéma, le tendon du muscle droit, alors ici, c'est le muscle droit latéral. Vous voyez, ici, c'est le globe oculaire qui est dévié. Ici, c'est le limbe. Et l'insertion, vous regardez ici l'insertion du muscle droit latéral, environ de 7 mm de limbe. L'insertion du muscle droit latéral,
1,7 mm de limbe. Ici, c'est l'insertion du muscle droit médial. Ici, vous regardez ici l'insertion du muscle droit par rapport au limbe, c'est 5,5. 5,5. Regardez cet espace entre l'insertion du droit médian par rapport au limbe et ici par rapport au limbe. Ici. Donc, il y a ici le droit médian et le droit latéral. Alors, pour l'oblique supérieur, alors les muscles obliques, donc après avoir vu le muscle droit supérieur, droit inférieur, latéral et médial, les muscles obliques, il y a deux types, il y a deux muscles obliques, il y a l'oblique supérieur et l'oblique inférieur. Pour l'oblique supérieur, c'est le muscle le plus long du muscle oculomoteur. Il s'agit du muscle digastrique, un muscle qui possède deux masses, de fibres reliées par un tendon. L'origine au niveau de fond de l'orbite, au niveau du tendonosine, un peu au-dessus et en dedans de trochanterique, en dedans de l'insertion de la paupière supérieure, et son origine donc est située entre l'origine du droit supérieur et le droit médial. Vous regardez ici, c'est l'insertion, c'est l'origine du droit du muscle oblique supérieur entre l'origine de leur muscle releveur de la paupière et le muscle de droit externe. Donc, après avoir pris son origine au niveau, il longe la paroi supérieure, le support interne de l'orbite, jusqu'au niveau de la fossette trochléaire, au niveau de la paroi supérieure de l'orbite. Ici, c'est la fossette trochléaire. Le trajet comporte deux parties, une partie directe de son origine à la trochlée et une partie réfléchie. Donc deux parties. Partie directe, depuis son origine, depuis l'apex orbitaire jusqu'au niveau de la trochlée, une partie réfléchie, tendineuse, de la trochlée au globe oculaire. Voilà une partie directe, ou une partie horizontale, c'est la même chose, une partie directe ou une partie horizontale, depuis son insertion, son origine au niveau de tendonosine jusqu'au niveau de la poulie, de la grande trochlée, et une partie réfléchie ou une partie verticale et tendineuse. D'accord? Une partie réfléchie ou une partie verticale, c'est la même chose. Elle est tendineuse, donc c'est pour cela le muscle oblique supérieur il est appelé digastrique parce qu'il comporte deux corps musculaires, c'est-à-dire une première insertion ici et deuxième insertion ici. C'est pour cela. Alors, il passe au-dessous du droit supérieur, donc après avoir traversé le bord supérieur externe interne de l'orbite, puis s'enroule sur le globe oculaire et s'épanouit en éventail pour s'insérer à la partie support externe de l'hémisphère postérieur du globe oculaire. Vous regardez ici le muscle oblique supérieur, le muscle droit supérieur. Donc, après avoir la réflexion au niveau de rebord orbitaire, de la fossette trochléaire, la partie réfléchie, il passe au-dessous du muscle droit supérieur pour s'épanouir et s'insère sur la partie de l'hémisphère postérieur du globe oculaire, la partie support externe de l'hémisphère postérieur du globe oculaire. Ici, c'est la même chose, voilà. Il passe au-dessus du muscle releveur de la paupière et en avant et au-dessus plutôt du muscle droit supérieur pour s'insérer dans la partie supérieure externe de l'hémisphère postérieur du globe oculaire, c'est-à-dire l'hémisphère postérieur, c'est l'hémisphère antérieur. Entre les insertions musculaires, tout ce qui est en avant des insertions musculaires, c'est l'hémisphère antérieur. Et tout ce qui est postérieur, qu'on appelle l'hémisphère postérieur ou rétro-équatorial. D'accord? C'est pour cela que la terminaison du muscle oblique supérieur, c'est ce qu'on appelle les insertions pré-équatoriales, post-équatoriales ou rétro-équatoriales ou l'hémisphère postérieur du globe oculaire, c'est-à-dire en arrière des insertions du muscle droit. Pour l'oblique inférieur, c'est le plus court des muscles oculomoteur, le seul qui ne prend pas son origine au niveau de l'orbite, au niveau du sommet orbitaire. Il naît par des courtes fibreuses, des fibres tendineuses de plancher de l'orbite à sa partie antéro-interne, en dehors de l'orifice du canal lacrymonasal. L'origine de l'oblique est plus basse par rapport à son insertion, ou bien à son terminaison. Vous regardez ici que l'insertion du muscle
du muscle petit oblique au niveau de la paroi plancher de l'orbite, au niveau de plancher de l'orbite, la paroi plancher, de sa partie antéro-interne, en dehors du canal lacrymonasal, et son insertion est plus basse par rapport à sa terminaison. Et son insertion est plus basse par rapport à sa terminaison. Voilà, ici c'est l'insertion, plutôt et ici c'est l'insertion au niveau plutôt son origine et son insertion. Alors, contrairement au muscle oblique supérieur, il se termine dans la partie support inférieur, dans la partie plutôt support externe, dans la partie support externe, en arrière du muscle droit inférieur. Il passe sur le droit inférieur, puis il s'enroule sur le globe oculaire à son attache et se termine dans le cadran inférieur externe, contrairement à le muscle oblique supérieur dans le cadran supérieur externe de l'hémisphère postérieur du globe oculaire sur le droit supérieur, sur le droit latéral. Donc, vous regardez ici, c'est un muscle antagoniste par rapport au muscle oblique supérieur, parce que le fait de se terminer au niveau du cadran inférieur externe de l'hémisphère postérieur du globe oculaire, alors que le oblique supérieur se termine au niveau du cadran supérieur externe de l'hémisphère postérieur du globe oculaire. Donc, c'est un muscle antagoniste par rapport à l'oblique supérieur. Et on voit constamment du muscle droit supérieur issu du muscle oblique inférieur. Alors, il faut retenir quelques points très importants à savoir. On sait qu'on pense pour le muscle droit, donc un muscle par chaque paroi orbitale. Pour le droit, on parle du muscle droit, donc un par chaque paroi, donc médian pour la paroi médiane, supérieur pour la paroi supérieure, latéral pour la paroi latérale et inférieur pour le plancher de l'orbite. Et chaque muscle est entouré chacun par d'un fascia propre, avec un fascia intermusculaire entre chaque muscle. L'ensemble est constitué donc un cône musculaire à sommet postérieur au niveau de l'apex et à sa base antérieure au niveau du globe oculaire. Donc le cône qu'on appelle le cône fasciculo-musculaire. Les éléments qui traversent, donc qui pénètrent dans l'orbite en passant par l'anneau de Zie, donc sont intraconiques. C'est automatiquement, ils sont intraconiques parce qu'ils traversent la fissure orbitaire au niveau de l'anneau de Zie, donc ils sont automatiquement à l'intérieur de l'insertion des muscles oculomoteurs. Les branches de 3, les branches supérieures inférieures du nerf 3, le nerf 6, le nerf nasociliaire, la racine sympathique du cône musculaire et la veine ophtalmique médiale. Et pour les éléments qui traversent la fissure orbitaire supérieure sont passés dans l'anneau de Zie, sont extraconiques. Les nerfs frontaux, le nerf lacrymal et le nerf trochléaire et la veine ophtalmique supérieure. Donc, pour les fascias, la gaine musculaire, chaque muscle oculomoteur est entouré par une gaine. Donc, chaque muscle est entouré par une gaine. Et les muscles et les gaines de chaque muscle sont reliés entre elles par des membranes intermusculaires également très minces, qu'on appelle les neuromusculaires. Voilà la gaine musculaire. Donc, chaque muscle est entouré par une gaine. Et entre les gaines, il y a qu'on appelle les membranes musculaires ou le muscle qu'on appelle les gaines intermusculaires. La gaine musculaire et les gaines intermusculaires. La vascularisation, donc, il est assuré par les artères musculaires inférieures, elle est constante. Donc, sont des branches collatérales la plus importante de l'artère ophtalmique. Donc, et également par les artères musculaires latérales, médianes et inférieures supérieures. Alors, on passe rapidement. La vascularisation veineuse, les sangs veineux, donc muscle oculomoteur est drainé par les veines scléraires, donc il n'y a pas de grand-chose. Pour le nerf 3, il assure l'innervation, donc c'est très important à savoir. Donc, c'est une question d'examen, c'est une question de. Donc, le nerf 3, il assure l'innervation motrice de droit supérieur, de droit médian, de droit inférieur et de l'oblique inférieur. Par contre, le muscle oblique, il est énervé par le nerf trochléaire. Le nerf 6, il assure seulement l'innervation de motrice de droit latéral. Donc, il y a 3 nerfs qui assurent l'innervation. Pour le nerf 3, la majorité des muscles oculomoteurs sont élevés par le nerf 3, le nerf moteur oculo-commun. Par contre, le nerf trochléaire, c'est pour l'oblique supérieur ou l'oblique oblique. Le nerf 6, c'est pour le muscle droit latéral. Alors, quelques rappels rapidement, quelques notions physiologiques du muscle oculomoteur. Donc, l'action d'un muscle, les muscles oculomoteurs, l'action d'un muscle, c'est la position dans laquelle il est. Il faut orienter le globe oculaire pour rechercher la déficience, la paralysie ou l'hyperaction ou une paralysie. Par exemple, ici,
Si on cherche le muscle droit latéral, on fait tourner l'œil à droite, en dehors. Si on cherche, par exemple, ici pour l'œil gauche, pour le droit, ici c'est pour le droit, donc on cherche une paralysie ou une déficience ou une hyperaction du muscle droit latéral. Donc on fait tourner l'œil en dehors, ici en dedans, pour le droit supérieur, c'est en haut, pour le droit inférieur, c'est en bas. Donc le droit latéral, c'est en abduction. Ça veut dire qu'on a en dehors. Droit inter, c'est adduction, c'est pas abduction, c'est adduction de D, ABD, abduction, en dehors. Adduction, c'est en dedans. Le droit supérieur, il a une triple action quand même. Il a une élévation, il permet une élévation. Il permet une intorsion, c'est-à-dire qu'il tourne le globe oculaire dans le sens d'une montre, ici, dans le sens d'une montre, une aiguille d'une montre, dans le sens d'une aiguille d'une montre, et une adduction, c'est-à-dire une légère abduction, une légère mobilisation du globe oculaire en dedans. Élévation, ici, le muscle droit supérieur, il a une triple action, une action essentielle, primaire, c'est-à-dire principale, une action principale, une action secondaire, ce n'est pas une action principale, une action tertiaire. L'oblique inférieur, c'est la même chose, élévation, extorsion, abduction, abaissement. Pour l'oblique supérieur, vous regardez ici que seuls les muscles droit latéral et le muscle médial, le muscle droit latéral. Oui. Monsieur. Oui. C'est quoi extorsion? Extorsion, c'est l'extorsion, c'est le contraire d'intorsion. C'est-à-dire lorsque, dans le sens, le globe oculaire, lorsqu'il est mobilisé dans le sens, le globe oculaire, il a un axe antéro-postérieur, un axe X, un axe Y et un axe Z. D'accord? Alors, lorsque le globe oculaire tourne dans un sens comme ça, dans un axe antéro-postérieur. J'ai compris. Oui, merci. Dans un axe antéro-postérieur, c'est-à-dire un axe qui traverse le globe oculaire depuis en avant jusqu'à derrière. Et lorsqu'on fait tourner le globe oculaire autour de cet axe, intorsion, c'est-à-dire dans le sens d'une aiguille d'une montre. Extorsion, c'est le sens contraire, c'est-à-dire le sens contre le sens d'une aiguille d'une montre. En dehors, vers en dedans pour le droit, d'accord? En dehors, vers en dedans, et en dedans, vers en dehors. Pour le droit, ici, c'est l'exemple ici. Si on fait tourner le globe oculaire comme ça, de le sens d'une aiguille d'une montre, c'est-à-dire en dedans, vers en dehors, on appelle intorsion. Et lorsqu'on tourne le globe oculaire de dehors en dedans, contrairement à le sens d'une aiguille d'une montre, c'est extorsion. Toujours dans l'axe antéro-postérieur, c'est-à-dire l'axe Z. Est-ce que c'est compris? Il faut retenir que le droit médian et le droit latéral, donc le droit latéral et le droit médian, ils ont une seule action. D'accord? Par contre, les autres muscles sont triple action. Alors, le champ d'action, c'est contrairement, c'est la position d'action le maximum au-dessus est plus caractéristique. Donc, schématiquement, ici, c'est plus en clinique. Ici, lorsqu'on paralyse du muscle droit supérieur, on fait regarder le malade en dehors et en haut et en dehors. Pour le petit oblique, c'est en haut et en dedans. Pour le droit externe, c'est en dehors. Pour le droit latéral, le droit médian, c'est en dedans. Et pour le droit inférieur, c'est en bas et en dehors. Pour le grand oblique, c'est en bas et en dedans. Alors, ici, c'est les 9 positions de regard. 9 positions de regard. La position primaire. Ici, la position lorsqu'on explore pour le droit, pour l'œil gauche par exemple, ici pour l'œil gauche, si on explore le droit supérieur, on fait regarder le malade en haut et en dehors. Ici, pour explorer également le droit, on regarde le malade en haut et en dehors. Ici, c'est pour le droit inférieur, également pour le droit.
Et ici, pour le gauche, c'est le droit inférieur. C'est un peu physiologique. Vous verrez ça par la suite lorsque vous aurez le cours de la sémiologie. Alors, quelques exemples de paralysie de 4. Ici, paralysie 4 droits. On va regarder ici de 6 droits plutôt. On va regarder ici, le malade n'arrive pas à bouger, à dévier son globe oculaire en dehors, qu'on appelle une limitation de l'abduction. Limitation de l'abduction. On va regarder une hyperaction du muscle droit latéral contre latéral. Donc, on passe rapidement. Donc, pour conclure, on peut dire que les muscles oculomoteur sont des muscles striés au nombre de 6, 4 muscles droits et 2 muscles obliques situés à l'intérieur du globe oculaire. Alors, les muscles droits, ils ont une seule action, l'abduction ou bien l'abduction. Et pour les muscles droits verticaux, on trouve l'action. Donc, ces muscles sont un élément responsable de l'oculomotricité avec les nerfs crâniens qui les commandent. Donc, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Il reste le chapitre de la conjonctive. Il n'y a pas de grand-chose pour la conjonctive. Donc, seulement, il faut retenir la description ou la répartition de la conjonctive bulbaire et la conjonctive palpébrale avec sa vascularisation. 2 éléments anatomiques, 2 éléments essentiels, donc il faut le reconnaître. Donc, c'est la répartition de la conjonctive. C'est quoi la conjonctive bulbaire? C'est quoi la conjonctive tarsale? Et puis, la vascularisation de la conjonctive. C'est bon? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Alors, bonne chance, Inch'Allah. Et je vous souhaite donc un bon Ramadan et Inch'Allah, bonne chance pour l'examen. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci à vous.